D'abord, Maodo Malick Mbaye, représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CIRID, c'est le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. C'est une organisation africaine et internationale bénéficiant d'un statut consultatif ECOSOC auprès des Nations Unies et basée à Genève. Je suis représentant depuis 2011. Mon mandat a été renouvelé de 5 ans, a été renouvelé en 2016 pour un autre mandat de 5 ans de représentant de l'institution en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est pour la présentation. Effectivement, j'étais en Guinée sur mission du CIRID, décidé et désigné par le président fondateur du CIRID, Deo Hakizimana, qui depuis Genève m'a instruit de me rendre à Conakry, comme nous le faisons très souvent, pour nous enquérir de la situation. La décision d'envoyer un représentant se décide après un rapport de présentation du concerné dans sa zone géographique de compétences. Et vous savez, le CIRID a joué beaucoup de rôle dans l'apaisement de certaines crises en termes d'anticipation, en termes d'alerte précoce. En Afrique, la dernière en date a été le processus électoral au niveau du Congo, de la RDC, où nous avons joué un rôle qui a permis aujourd'hui, en fait, c'est un rôle modeste, mais quand même qui a permis au peuple congolais de se décider lui-même de ses propres dirigeants. Et depuis lors, nous avons un mécanisme d'alerte précoce. Et sur la Guinée, nous ne sommes pas à notre premier esprit. Nous avions, il y a 6 mois, alerté que, faisons attention, la Guinée est dans l'œil du cyclone. Pour la bonne et simple raison que nous avons noté que dans tous les pays où il y a une effusion de sang, on ne le souhaite pas, il y a des crises, pratiquement des crises politiques très profondes. Tout ceci est fait sur le lit d'une absence de dialogue et de concertation. Nous l'avons noté et c'est la raison pour laquelle, quand je suis allé à Conakry, j'ai pu d'abord écouter, rencontrer un certain nombre de personnalités de la mouvance présidentielle dont je tairai le nom, mais j'ai rencontré également le chef de file de l'opposition, notamment Cellou Dalein Diallo, qui m'a agréablement surpris par sa culture d'homme d'État, connaissant d'une manière approfondie ce pays, mais également par son esprit d'ouverture, et qui nous a consacré du temps en termes d'explication, en termes d'échange. Donc, avant cela, je me suis rendu à 2 reprises au tribunal de Conakry pour assister au procès des hommes politiques et des membres de la société civile, membres du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution. J'étais au tribunal, j'ai assisté, j'ai discuté avec pratiquement beaucoup de Guinéens de tous bords. Ce que j'ai retenu d'abord et qui fondait ma conviction de départ, c'est qu'il faut que la classe politique guinéenne, pouvoir opposition comme société civile, adopte la posture du dialogue. Le dialogue comme référence stratégique qui permet toujours à un pays de se relever et au fils de ces pays-là de se parler et d'échanger. Parce que sans le dialogue, avec cette rupture du dialogue qui est notée dans certains pays et notamment à Conakry, notre conviction forte et profonde, c'est que si
le cadre de dialogue n'est pas établi, il n'y aura aucune solution de sortie de crise. Alors, avec Cellou Dalein Diallo, concrètement, vous avez discuté de quoi? D'abord, nous avons parlé, après avoir échangé un peu avec, comme j'ai dit, avec des conseils spéciaux du président Condé, après avoir échangé avec certains membres du gouvernement. Le fait est là. D'un côté, les gens du pouvoir nous disent que ce qui est visé, ce n'est même pas le troisième mandat. Ce qui est visé, c'est d'adopter une constitution qui soit conforme aux réalités du moment. Parce que pour eux, ils estiment que cette constitution est vieillotte et n'a pas été adoptée avec une légitimité populaire. C'est leur version des faits. Et que l'adopter, c'est tout simplement permettre, en tout cas à la Guinée, d'être dans le temps actuel. D'autres éléments, c'est que quand nous rencontrons les gens de l'opposition, ce qu'ils nous disent, d'abord, ils disent deux choses. Ils disent que leur certitude, c'est que depuis que le président guinéen est en place, aucune élection n'a été régulièrement organisée. C'est juste leur point de vue. Ils estiment également que le changement de constitution vise inéluctablement un troisième mandat pour le président. Mais quand nous leur parlons de dialogue, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne sont pas contre le principe de dialoguer, parce que la rue également a ses exigences, parce que occuper la rue en termes de protestation populaire requiert également un tribut qu'il faut payer. C'est un lourd tribut qui est souvent payé en termes de morts, en termes de blessés, en termes d'arrestation. À un certain moment, j'ai senti un homme humainement affecté, c'est-à-dire le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui dit que lui, il a mal chaque fois que des jeunes ou des femmes sont maltraités, tués ou arrêtés. C'est la raison pour laquelle ils ne crachent pas sur le dialogue en tant que tel, mais ils exigent la sincérité des acteurs et une confiance réciproque. Mais ils se rendent compte que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas avec le président Alpha Condé. Mais dans tous les cas de figure, ce qui a été... nous n'étions pas allés à Conakry pour nous imposer ou bien même proposer notre médiation. Nous étions allés porter un message. Et le message a été bien écouté de part et d'autre. Le message, c'est d'abord leur dire que le dialogue s'impose, comme on l'a dit tout à l'heure, comme référence stratégique qui permet à un pays de se relever. Mais nous disons également que dialoguer, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, ce n'est pas cracher sur ses convictions ou ravaler ses ambitions et ses convictions. Dialoguer, ce n'est pas opérer des deals sur le dos de l'opposition, parce que aussi, quand l'espace de dialogue, il y a les principaux protagonistes, mais il y a le peuple également qui attend. Et le peuple n'a pas besoin, n'a pas envie d'être abusé ou d'être abusé ou de sentir que tous ces efforts n'ont pas servi à grand chose. C'est la raison pour laquelle nous leur avons dit que si vous acceptez de dialoguer, c'est juste un moyen de gérer les antagonismes qui vous opposent. Ces antagonismes, vous les gérez de manière apaisée et de manière responsable. Ce que nous maintenant lançons, c'est que l'autre élément que nous avons noté également, c'est que depuis un certain temps, les gens lancent un message en disant, écoutez, pourquoi la communauté internationale, la CEDEAO ne s'est pas impliquée pour la résolution de cette crise. Bon, ça, tu vas l'orienter peut-être en termes de questions. C'est que ce que nous pouvons dire, c'est que la crise en Guinée n'est pas une question simple.
D'abord, géographiquement, la Guinée est le pays, mis à part le Mali, dans la sous-région ouest africaine, la Guinée est le pays le plus bordé en termes de pays frontaliers. 6 à 7 pays frontaliers avec la Guinée. L'autre élément, c'est que cette crise-là se lie sous un prisme déformant de l'ethnie, quoi qu'on dise. L'autre élément, je n'analyse pas, je ne fais que constater, c'est le caractère parfois ombrageux du président et insaisissable du président Alpha Condé. Ça, c'est un fait. L'autre élément, c'est son âge. Je veux dire que quand vous avez un âge institutionnel d'être président de la République, quand vous avez un âge social d'être octogénaire, quand vous êtes d'un certain tempérament, il faut quand même que les autres chefs d'État soient assez prudents pour vous parler d'une crise qui sévit chez vous. Mais je veux également que les Sénégalais comprennent que ce n'est pas parce que nous avons de bons voisinages avec la Guinée que s'impliquer dans cette crise est une chose facile. Je pense que les deux chefs d'État qui parleront en dernier lieu de cette crise sont les chefs de l'État sénégalais et les chefs de l'État ivoiriens. Pour la bonne et simple raison que nous avons une histoire, mais nous avons également de fortes communautés guinéennes qui sont présentes ici. Et souvent, quand ces genres de crises-là éclatent dans un pays, pour peu, le chef de l'État en poste cherche un dérivatif et une sorte d'exécutoire extérieur pour dire que la combine est venue de l'étranger. Moi qui vous parle, j'en ai un exemple. Quand je suis arrivé, je me suis présenté aux forces, quand les services de secret guinéens sont présentés à moi, je leur ai montré, je leur ai dit que je ne suis pas venu là en tant que Sénégalais. Je leur ai montré mon ordre de mission signé depuis Genève. Pour vous dire que ce n'est pas une question aussi simple, mais ce dont je suis sûr, c'est que s'il y a des messagers ou des alertes ou des gens qui de bonne volonté qui, sans s'impliquer comme élément extérieur, apportent l'alerte nécessaire aux protagonistes, ma conviction forte et profonde, c'est que l'opposition comme le pouvoir et la société civile peut aller à une table de dialogue avec, comme je l'ai dit hier, avec des ressources endogènes, mais avec une dynamique de résolution interne de la crise, notamment par des hommes et des femmes d'une haute respectabilité connue dans les ethnies, malheureusement c'est le cas en Guinée, et qui ont une voix et qui peuvent être entendus pour que cette situation puisse être dépassée. Ce qui est malheureux, c'est que si rien n'est fait, la semaine prochaine, on risque de monter à un cran supérieur, parce que le mercredi prochain, c'est le vote? Non, c'est pas le vote. Le mercredi prochain, c'est l'ensemble des femmes du FNDC qui comptent marcher, envahir les rues de Conakry. Le jeudi, il est prévu également une autre marche. Donc, théoriquement, si rien n'est fait, avec cette violence que j'ai vue dans la répression, je pense qu'il faudra quand même que quelque chose soit fait à ce niveau. Mais ce que je peux dire, c'est que je comprends parfaitement la prudence des chefs d'État de la sous-région, notamment ceux du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire. Mais Alpha Condé, on se rappelle quand il y avait à peu près la même crise en Gambie, c'était lui et Aziz de la Mauritanie qui sont allés raisonner Yaya Jammeh pour qu'il quitte le pouvoir. Donc aujourd'hui, bon, ces pays limitrophes, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ne devaient pas pouvoir se gêner pour jouer le même rôle. Non, ils ne se gênent pas. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand des crises pareilles éclatent dans un pays, les chefs en fonction ou en place cherchent souvent des exécutoires et des dérivatifs extérieurs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, on ne peut pas enjamber, ignorer ou feindre de ne pas voir
un fait, c'est le caractère du président Alpha Condé. Je n'ai pas à juger de ça. Ce que je sais, c'est que il se comporte comme Jean Porc-Épic, qui s'y frotte, s'y pique. Et quand vous avez des communautés aussi bien présentes ici en Guinée, ici au Sénégal et en Côte d'Ivoire, il faudra vraiment être très prudent, une prudence qui peut se comprendre. Et puis, on n'est pas dans le même cas d'exercice. Le cas de la Gambie était beaucoup plus facile parce que Yaya Jammeh a organisé des élections, il a reconnu avoir perdu. Faire partir quelqu'un qui a reconnu qui a perdu une élection est beaucoup plus simple. Il suffit tout simplement de lui garantir une sortie honorable, de lui garantir un point de chute, de l'acclamer, surtout que aussi, sur l'international, Yaya Jammeh n'avait aucune autre solution que de partir. Donc, je pense que ce n'est pas des cas assimilables, mais ce qu'on peut dire, c'est que le dialogue est devenu une extrême urgence entre acteurs. Car si la rupture du dialogue qu'on observe se poursuit, on va vers des journées beaucoup plus ensanglantées.